Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont canular, retraite et poisson. 2 humoristes russes s'appellent François Hollande en se faisant passer pour l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. L'occasion de parler guerre, mais aussi retraite. Justement, des manifestations contre la réforme des retraites partout en France aujourd'hui avec une tendance plutôt à la baisse selon les premiers chiffres. Et puis en Grèce, un grand ponte de la sismologie visé par une enquête. Il avait annoncé que l'île de Santorin risquait d'être rayée de la carte, mais c'était un poisson d'avril. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Petro, je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Ils avaient déjà piégé le président polonais ou bien encore Elton John par le passé. Cette fois, ce duo d'humoristes russes a piégé l'ancien président de la République, François Hollande. Document révélé en France par André Berkoff sur Sud Radio ce midi. François Hollande croyait parler à son ancien homologue ukrainien Petro Poroshenko. L'occasion, par exemple, d'exprimer des réticences quant au fait de livrer des armes plus lourdes à l'Ukraine. Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Et au cours de cet échange, François Hollande ne se prive pas d'une petite pique à propos de son successeur Emmanuel Macron quand arrive la question de l'impact de cette guerre en Ukraine sur l'inflation. Cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Et peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir et donc s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Oui, on entend même un aboiement au passage. C'est peut-être Philae, le labrador. Ah oui. François Hollande qui François Hollande qui déconseille également à l'Ukraine de négocier quoi que ce soit avec Poutine tant qu'elle est en mesure, l'Ukraine, de faire reculer l'armée russe de son territoire. La conversation qui dure un quart d'heure au total. À bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Discussion canular russe disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de Sud Radio, mais aussi en podcast. C'est l'émission Berkoff dans tous ses états d'aujourd'hui, jeudi 6 avril. Moi, je trouve que au-delà de la méthode, parce que j'aime pas moi les procédés, je trouve que c'est lourd de piéger les gens, et puis parce que voilà, ils peuvent se laisser à parler entre dirigeants de choses qui ne nous regardent pas. En réalité, je trouve quand même que la tonalité de cet entretien est très intéressante, et on se rend compte à quel point François Hollande maîtrise absolument la question internationale. Les extraits que vous avez passés sont quand même des extraits remplis de sagesse. Ah ben, aucune bêtise. Vraiment, c'est un vrai plaisir de l'entendre, comme toujours, commenter magnifiquement l'actualité dont il a été l'un des protagonistes dans le précédent quinquennat. Je trouve vraiment que Hollande sur l'Ukraine a toujours des mots extrêmement justes. Et comme commentateur, il est génial. Mais même comme président... Non, mais sérieusement, là, je ne fais pas d'ironie. Vous savez, même comme président... Oui, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus doué pour commenter, pour analyser, que pour agir. À tort ou à raison. Ça a toujours été sa passion, de toute façon. Il voulait être journaliste, il l'a été d'ailleurs. Oui. Sébastien Ménard, vous avez un truc à dire ? J'ai jamais évidemment voté pour François Hollande, mais j'ai toujours eu une admiration particulière pour, effectivement, sa vivacité d'esprit, ses bons mots. Voilà, et aussi cette intelligence qui consiste à parfois expliciter avec des mots simples des complexes un peu compliqués. Voilà, et c'est tout à son honneur. Allez, on en vient maintenant à cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, la CGT comptabilise 400 000 manifestants à Paris contre 450 000 la dernière fois. Du côté de Marseille, on a encore un écart assez impressionnant entre police et syndicats, tenez-vous bien, entre 10 000 et 170 000 manifestants. Et ça fait quand même une sacrée fourchette. En tout cas, il y a des gens sur lesquels il manque des doigts aux mains. Et alors, pour le cabinet d'occurrence, il y avait 45 manifestants sur le lieu. En gros, j'attends les chiffres d'occurrence à chaque fois pour me bidonner.
Oui. En tout cas, cette 11e journée a permis au leader de la CFDT de remettre une pièce dans la machine, vous savez, de l'affaire de la crise démocratique. Son expression qui avait fortement déplu à l'entourage d'Emmanuel Macron. L'Élysée d'ailleurs lui avait répondu, je cite, qu'un président élu avec une majorité relative élue cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement. Ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Voilà le commentaire de la présidence. La réponse donc aujourd'hui de Laurent Berger tout à l'heure. On ne peut pas nier qu'il y a une crise de défiance à l'égard des institutions, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale qui est difficile, voire plus, et qu'on a, selon un certain nombre de sondages et d'enquêtes d'opinion, une extrême droite qui progresse. Bon, on peut appeler ça autrement, mais si ça, c'est pas tous les ingrédients d'une crise démocratique, j'y connais rien. Donc j'ai l'impression que certains ont été visés par ces mots. Il n'y a pas de raison de l'être, parce qu'il faudrait mieux être inquiet. Plutôt que d'être susceptible, il vaut mieux être inquiet dans la période. Et moi, j'invite plutôt à l'inquiétude et donc à la prise en compte de la situation sociale, démocratique, plutôt qu'aux petites phrases. Des manifestations contre la réforme des retraites marquées à Toulouse par des affrontements entre des Black Blocs et des policiers. L'éducation nationale, de son côté, comptabilise 8% de grévistes chez les enseignants. C'est intéressant, hein, oui. la tonalité de Laurent Berger. C'est incroyable comment Laurent Berger est affûté. Et puis la phrase de fin, il vaut mieux être inquiet que susceptible, c'est hors... Non, moi je suis frappé vraiment... C'est presque même triste qu'ils soient en fin de mandat. On a envie qu'ils restent. Mais il aura une suite. Mais je suis frappé de voir surtout l'union syndicale. C'est ça qui me sidère. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie de journaliste et même de conseillère de cabinet. Je n'ai jamais vu une telle union qui tient aussi bien, aussi fort. C'est incroyable. Ce qui est certain, c'est que Berger et Macron ne passeront pas leurs vacances ensemble, Sébastien Ménard. Plus maintenant, ça. Oui, mais c'est surtout, c'est l'histoire d'un vrai rendez-vous manqué, parce que je pense qu'il y aurait pu, je dirais, au tout début, je parle de Macron 1, hein, je ne parle pas de Macron 2, ouais. Ils auraient dû, tous les deux, je dirais, en réformateur, démocrate, progressiste, trouver des pistes de convergence. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, et j'ai envie de dire que quand on écoute Laurent Berger, sur la susceptibilité, ça aurait pu, en son temps, être dans la bouche d'Emmanuel Macron, donc c'est assez cocasse. Enfin, pourtant, je ne l'ai pas trouvé très susceptible, hein, parce qu'il a tendu plusieurs fois la main. Mais je pense quand même que, de toute façon, Sébastien, tu m'accorderas que Macron se soucie comme d'une guigne des partenaires sociaux et de la démocratie sociale. Pour lui, il n'existe qu'une institution respectable, c'est la politique. Il se moque, il se fiche complètement des partenaires sociaux. C'est aussi une marque de fabrique de son quinquennat, enfin de son premier mandat et à l'évidence du second. Enjamber, ce n'est pas se moquer. Si, non, mais il s'en moque, il s'en fiche, il veut même pas discuter. Enfin, je veux dire, comme le dit Cécile très bien, le nombre de perches et de propos. Jusqu'à hier, dans le bureau d'Elisabeth Borne, grande convention sociale. Et on n'a pas parlé de ce qu'il avait dit. Oui. Quand Elisabeth Borne a fait le contrat. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Vas-y, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Pour l'actu des vraies voix. Un certain nombre de fois. Exactement. On termine avec un poisson d'avril qui n'a pas fait rire tout le monde en Grèce. Oui, en particulier sur l'île de Santorin, qui s'est vu promettre un scénario d'apocalypse par le directeur de l'Institut de géodynamique et du Centre des tsunamis de Grèce. Samedi dernier, c'est-à-dire le 1er avril, il a cru bon d'annoncer sur Facebook que l'île volcanique risquait d'être rayée de la carte par une sorte de tourbillon géant provoqué par un déplacement de lave. C'était une blague, mais un procureur vient d'ouvrir une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. C'est vrai qu'il y a de quoi paniquer, en réponse à quoi le grand ponte de la sismologie reproche désormais à la justice grecque de vouloir persécuter l'humour. Il a même fait un nouveau post Facebook sur le thème. On va bientôt plus punir l'humour que les criminels. Voilà. Bon, il défend son canular. J'aime bien ce truc, persécuter l'humour. Ça me fait pas rire, honnêtement, il se rend compte de sa connerie. Non, mais surtout que, vu ses fonctions, il y avait de quoi le prendre au sérieux. Oui, exactement. Moi, je m'étais empaillé sur Twitter avec quelqu'un que j'adore, qui est Étienne Klein, qui s'est foutu de la figure de tout le monde en mettant en fait une tranche de chorizo et en faisant croire que c'était pas le 1er avril, en faisant croire que c'était la vue d'une planète. Ça, c'était drôle. Mais c'est pas drôle parce qu'en fait tu te moques des gens. Les gens, c'est un sachant pour Étienne Klein qui va être rayé de la carte. C'est pas drôle. Mais là, le coup de la tranche de chorizo, c'était drôle. Mais moi, je trouve que c'est pas bien parce que c'est assez dénigrant pour les gens qui ont une confiance quand même absolue dans les sachants. J'ai trouvé ça un peu arrogant en fait. C'est drôle tant que c'est pas plausible. C'est dommage pour le chorizo. C'est ça.